de ce que j'ai constaté dans toute ma carrière, on a tous un seuil de douleur. Et le seuil de douleur, il n'est pas le même, mais chacun en a un. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des gens et de vous demander comment ils ont choisi leur métier? Eh bien, c'est exactement la question que je me suis posée en rencontrant Mélanie Herb-Zimet, responsable des solutions patrimoniales de la banque Bonote. Parce qu'il faut une sacrée dose de passion et d'expertise pour faire carrière dans la fiscalité patrimoniale. Et pourtant, c'est ce qu'elle a fait, et avec brio chez Bonote, où elle éclaire des clients sur des sujets que la plupart préfèrent éviter. Retraite, succession, concubinage, fiscalité en cas de transmission, et le tout avec une rigueur redoutable et un vrai sens de la pédagogie. Les fiscalistes, c'est un peu comme les proctologues. Hyper spécialisés, ultra importants, avec un choix de carrière aussi gratifiant qu'improbable. Personne n'en rêve enfant, mais tout le monde est hyper content d'en trouver un bon quand ça commence à être douloureux. Quand on parle de retraite des femmes, des familles recomposées ou de succession, dans le cadre d'un concubinage par exemple, la fiscalité fait pas toujours dans la dentelle. Et avoir une experte capable d'empathie, ça peut tout changer. Mais bon, avant de parler de trucs compliqués, j'étais obligé de lui demander. Franchement Mélanie, fiscaliste, comment on devient fiscaliste? Parce que c'est pas le truc auquel on rêve quand on est gamin. C'est sûr qu'on ne connaît même pas la profession de fiscaliste. Quand on est enfant, on va répondre vétérinaire, pompier, peut-être policier, mais fiscaliste, c'est vraiment un métier qu'on découvre dans le cours de la vie et surtout quand on devient confronté nous-mêmes aux impôts, en fait, à remplir une déclaration d'impôt et à se poser des questions. Parce que à la base, votre parcours, vous êtes lancé dans des études qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la fiscalité de prime abord. Vous avez fait des études de droit, c'est correct? C'est exactement ça. Vous vouliez devenir avocate? Comme tout le monde qui débute des études de droit, on a toujours cette idée que le droit ne va mener qu'à l'avocature, mais ce n'est pas le cas. Et dans le cursus de formation, on a l'opportunité de suivre des cours de droit fiscal, parce que la fiscalité, elle est quand même dans le domaine du droit un axe particulier qui est, comme tous les autres domaines du droit civil ou autres, sujet à une législation spéciale. Et c'est dans ce cursus-là, finalement, que j'ai eu l'opportunité de découvrir la fiscalité. Et là, c'était une révélation? Totalement. Mais ça s'est couplé à d'autres éléments parce que le droit, pour faire l'avocature, sous-entend aussi qu'on va essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est le métier d'avocat. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un court stage d'été dans une étude d'avocat et ça m'a confrontée au métier de l'avocat. Et ce que j'ai vu était très intéressant, des audiences dans tout tas de domaines, mais c'est là où je me suis rendu compte que l'avocat intervient au moment d'un acte qui s'est déjà produit. On n'est pas dans la recherche de solutions. On va aller aider quelqu'un qui est confronté à un divorce, à un cas pénal de toutes sortes. On pourra aussi avoir des conflits de voisinage, on peut avoir des successions qui se passent mal, mais on arrive à un stade en tant qu'avocat de la finalité, en réalité, du problème. Okay, donc vous êtes en train d'essayer de ramasser les pots cassés plutôt que de prévenir de casser les pots. C'est exactement ça. Et je trouve que l'aspect anticipation et planification était beaucoup plus intéressante. Et de se retrouver confronté finalement dans la vie des gens qui a des problèmes, c'est pas le cas de tous les avocats. On a des avocats conseils qui vont faire quelque chose de plus commercial et rédiger des contrats et autres. Mais dans la réalité du métier d'avocat, la plupart du temps, on est quand même dans des cas de litige. Et ça, le métier qui ne nécessite finalement que d'intervenir comme, non même pas comme arbitre, mais comme partie prenante d'un litige qui ne nous concerne pas, finalement ce métier-là, je me suis dit qu'il n'allait pas être celui que j'allais choisir. Et donc vous avez fini vos études de droit, vous êtes parti faire un diplôme d'experte en fiscalité? C'est ça, quand j'ai fini ce stage dans cette étude d'avocat et je me suis dit non, ce métier-là, je commence à en douter, est-ce que j'ai vraiment envie de faire avocate ou non? Plutôt non, en réalité. Je me suis fait la réflexion en suivant ce cours de droit fiscal que ce mélange du juridique, quand même très légal, avec ses règles, plusieurs lois cantonales, fédérales, etc., tout ce qui se mélangeait, qui était quand même intéressant, mais qui intégrait aussi l'aspect économique, donc comprendre les chiffres, comprendre finalement ce que c'est la rationalité économique d'une décision. Là, tout à coup, ça a éveillé quelque chose chez moi de vraiment très intense en me disant « mais ça, c'est vraiment le métier que je veux faire ». Donc oui, j'avais peut-être déjà passé la vingtaine et j'étais pas enfant, mais quand même, c'était quasi instinctif de savoir finalement que ce serait un terrain de jeu immense, ce domaine de la fiscalité. Et puis à ce moment-là, je me suis intéressée à quelles étaient les formations qui pourraient être entreprises après les études universitaires. Et le diplôme qui était vraiment reconnu, c'était ce diplôme fédéral d'expert fiscal. C'est l'expertise la plus haute qu'on puisse avoir en Suisse en fiscalité. Exactement.
À 27 ans, c'est hyper jeune quand même. C'est hyper jeune, mais j'ai aussi fini mes études universitaires très tôt. À 22 ans, j'avais mon master. Et c'est pour ça qu'en mode TGV, j'ai commencé directement à travailler quasi dans la semaine qui a suivi la remise de mon master dans une Big Four. Ah, wow. Et ce diplôme d'expert fiscal nécessite 4 ans de pratique. Donc en réalité, j'ai fait le parcours le plus express qu'on peut deviner, enfin qu'on peut essayer de faire dans ce domaine-là. Mais oui, c'est très jeune. Justement, alors, Big Four, parlons-en. On débarque, on est jeune, plein de rêves, plein d'ambitions. Comment ça se passe quand on arrive dans une méga organisation comme ça, avec plein d'idées, plein d'optimisme? Alors déjà, on va comprendre un monde qui est extrêmement hiérarchisé. Ces entreprises-là, elles sont vraiment constituées en niveaux d'expertise. Donc on a des grades, vraiment c'est pas militaire, mais on pourrait imaginer parfois que ça peut y ressembler. Mais ça donne aussi beaucoup d'opportunités de progression. Et ça, je trouve qu'en tant que jeune sortant de l'université, d'avoir une perspective d'évolution plutôt rapide par rapport à d'autres types de professions, ça donnait déjà l'envie d'y aller et puis d'avancer. Et surtout, ce sont des entreprises qui sont très formatrices. Et aussi jeune, une femme qui arrive dans un environnement comme ça, vous sentiez que vous étiez prise au sérieux et que vous aviez les mêmes chances que tout le monde? Au même grade que moi, oui. On était vraiment la mixité était vraiment là. On était autant de femmes que d'hommes. Et on est arrivé toujours avec cette unique expérience universitaire dans ce domaine-là, on va dire. Donc on avait tous à apprendre notre métier. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on se solidarise très vite dans ce type d'entreprise qui est soumise à un stress assez intense. On a quand même beaucoup d'heures de travail. C'est pas anodin comme milieu professionnel. Mais donc, quand vous débarquez dans un des Big Four, on vous met sur quoi comme projet? La facturation. Mais la facturation, c'est déjà un projet en soi, parce que quand on connaît ce qu'on facture, on se pose des questions. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi, en me disant, mais en fait, on me demande de facturer ce dossier, mais qu'est-ce qui a été fait? Et on commence à aller ouvrir le dossier. Et finalement, si on est curieux et qu'on a envie d'évoluer, on arrive à le faire bien. Et on est beaucoup encadré, on a toujours un cadre qui est là pour nous former, qui est notre responsable. On va suivre la formation aussi d'expert fiscal avec nos collègues. On crée en fait une dynamique qui nous apporte beaucoup et je trouve que ça nous a appris, en tout cas c'est ça qui a fait que ces gens-là avec qui j'ai commencé à travailler il y a plus de 15 ans sont encore aujourd'hui la plupart de mes amis, à créer une solidarité, à se dire on est tous dans le même rythme et on va y arriver si on est ensemble et qu'on n'est pas concurrents. Et vous facturiez quoi alors comme service? Ça pouvait être toutes sortes de services, du conseil fiscal dans des structures internationales, beaucoup en fait. Sur la fiscalité suisse. Fiscalité suisse dans un contexte international, effectivement. C'est vrai que les Big Four, étant ultra connectés un peu partout dans le monde, on est très vite amené à travailler avec des fuseaux horaires parfois différents, surtout très lointains. Donc on doit être très large en fait en termes d'horaire. Et puis les langues, c'est clairement un atout majeur. On doit savoir parler anglais. Si on en a d'autres, c'est super intéressant aussi, espagnol, allemand, etc. Donc Big Four, ok, super expérience. Et là, vous dites, je pars d'une méga corporation à une petite banque. C'est un gros changement. C'était un très gros changement de passer de la multinationale ultra connectée à une PME en réalité. Mais ce changement-là, il ne s'est pas opéré par hasard. Et c'est justement le fait d'avoir fait toutes ces années avec du travail très intense qui était finalement au service d'une entité et pas vraiment d'une personne. Notre interlocuteur, quand on travaille en Big Four, dans la fiscalité d'entreprise en particulier, c'est souvent le directeur financier de la société qui peut être basé à San Francisco ou qu'importe. Et souvent, cette personne-là, elle va être amenée à changer, c'est le monde du travail. Mais on aura consacré tellement d'énergie et tellement de temps à certains projets, finalement, on se pose la question de l'impact de notre service. Qui on a aidé? On a aidé l'entreprise, ce qui est très bien, c'est notre client et il faut le faire. Mais il m'a manqué cet aspect d'humain et la super connexion. Et c'est seulement en commençant à travailler sur des mandats qui étaient plus liés à des PME, mais des grosses PME, en fait, avec l'actionnaire qui était derrière cette PME, qui était notre client aussi, que j'ai trouvé l'intérêt à faire ce que j'ai fait. Et vraiment de se dire, non mais en fait, cette personne, je l'aide. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui va être ultra reconnaissant de ce que je lui apporte comme conseil. Et on aura un impact super significatif dans sa vie. Et je pense que là, on a toujours cette notion, peut-être c'est lié à la trentaine, où on se dit, mais quel est le sens en fait? Ouais, la quarantaine aussi, je vous rassure. Non, mais très bien, donc vous avez identifié votre driver à vous, qui est le fait de pouvoir aider quelqu'un. Exactement.
Vous avez certains sujets de prédilection sur lesquels vous avez déjà communiqué plusieurs fois dans le domaine de la fiscalité. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les femmes, par exemple? Alors, je pense que ça vient aussi de ma propre expérience. En étant une femme, cadre, maman, qui travaille en temps partiel aussi, se pose plein de questions en fait. Comment est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre ma prévoyance? Est-ce que je vais rater une étape? Est-ce que finalement la manière dont je suis imposée en tant que famille avec mon mari est cohérente ou pas, etc. Donc toutes ces questions-là, elles viennent un peu comme tout dans la vie. On va s'intéresser aussi à ce qui nous touche en tant que personne, mais c'est aussi les questions des gens en fait. Donc, parce qu'il y a, alors d'accord, il y a de l'imposition aujourd'hui, mais vous couvrez aussi des thèmes importants, plus long terme, comme la succession, la retraite. Exactement. Parce que ça, c'est vraiment la thématique qui va toucher l'humain du début à la fin de sa vie. Donc on va déjà savoir comment on va constituer son patrimoine. Donc ça veut dire comment mettre en place sa prévoyance, comment un peu alléger sa fiscalité pour avoir plus à mettre dans sa prévoyance. Ça, c'est clair que les sujets sont extrêmement liés. Ensuite, au moment de la retraite, qu'est-ce que je vais toucher? Et puis à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui va me rester? Alors ça, justement, en tant que femme qui travaille à temps partiel avec des enfants, avec ou sans un conjoint, ça c'est quelque chose que vous essayez de... C'est un conseil que vous essayez d'incorporer dans le service de la Banque Bonnote? Exactement, donc ça c'est la thématique des femmes et comment on peut les amener à finalement prendre conscience qu'elles ont beaucoup d'atouts à mettre en œuvre et à les informer sur les possibilités. Souvent on s'adresse presque, quand je dis on, c'est les sociétés qui s'adressent presque exclusivement aux chefs de famille parce qu'on est quand même toujours un petit peu dans ce cadre. C'est la réalité, hein. On a quand même une société qui est plutôt patriarcale aujourd'hui, c'est pas négatif, c'est juste la réalité. On a peu de communication qui s'adresse exclusivement aux femmes. Et puis comment la femme va s'intéresser à cette thématique? La femme, elle ne va pas s'intéresser d'emblée à cette thématique. Elle aura tellement d'autres choses à gérer que sa prévoyance, ça sera la dernière chose à laquelle elle va penser. Et malheureusement, on voit qu'au fur et à mesure des années, même comme moi, quelqu'un qui a diminué son taux d'activité de 20%, ce 20%-là, il a un impact sur 40 ans. Et il ne faut pas être dans l'urgence de se dire « Ah, mais mon Dieu, j'ai raté quelque chose ». Et justement, c'est la durée à disposition qui permet de faire les choses petit à petit et les faire bien. Concrètement, en revoyant un petit peu son plan de retraite avec le deuxième pilier ou en prenant un nouveau troisième pilier pour compenser la diminution d'activité? Ça peut être ça, tout à fait, mais ça peut être aussi une anticipation. On sait que dans la carrière d'une femme, on aura une progression qui sera peut-être assez équilibrée, je pense, par rapport à un homme, et puis que l'arrivée des enfants en particulier, hein, c'est vraiment les statistiques qui le disent, donc c'est principalement les femmes qui se mettent à temps partiel. Et puis ça va durer plusieurs années. Et puis à un moment, les enfants étant plus grands, étant moins nécessiteux du temps qui doit leur être octroyé, eh bien on va se dire « Ah, est-ce que je vais recommencer à travailler plus ?» Mais là, c'est souvent les parents de ces femmes qui ont besoin d'attention. Donc on bascule en fait l'attention des enfants à ses propres parents et finalement on voit peu fréquemment une remontée du taux d'activité aussi rapide. Moi j'ai une question du coup. Vous dites qu'on est dans une société patriarcale, qu'on s'adresse aux chefs de famille, donc logiquement le client de banque privée, chef de famille comme vous dites, c'est celui qui viendra ici ouvrir un compte. Vous allez voir un petit peu sa situation financière, sa situation familiale. Vous allez lui dire quoi? Est-ce que tu peux faire venir ta femme pour que je lui parle? Et c'est exactement ça. Et moi, je trouve que c'est essentiel d'avoir les deux conjoints dans un entretien. Pour moi, en termes de planification de retraite, comme un couple marié aura vraiment son... aujourd'hui, on y est encore. Hein, donc, c'est une déclaration d'impôt, patrimoine commun, imposition en commun, etc. On aura un impact qui va être vraiment sur les deux conjoints. Et je ne trouve pas logique d'isoler une partie de l'entité couple mariée dans un entretien. Et souvent, les questions qui sont posées par les femmes, elles sont vraiment plus pertinentes en termes de budget, parce qu'elles ont eu l'habitude de tenir la famille. Donc voilà, ça c'est toujours le cas, hein. On part toujours du budget pour savoir combien on aura à avoir comme rente ou capital qui générerait des revenus pour couvrir ce budget. Et si madame a géré le budget de la famille pendant des années et n'est pas présente à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que c'est même pas une question de génération. Aujourd'hui, vraiment, les personnes qui s'intéressent à leur retraite entre 50 et 60 ans ont quand même déjà
un rythme de vie plutôt égalitaire. Les femmes n'ont pas arrêté de travailler dans cette génération-là. Elles ont certainement réduit leur taux d'activité, mais elles n'ont pas arrêté de travailler, elles se sont occupées du ménage. Et dans cette question de projection de retraite, il faut avoir les deux personnes. C'est essentiel. Et ça, les clients l'entendent? Ils le proposent eux-mêmes. C'est vrai? Oui. C'est très rare que les gens viennent seuls. Peut-être pour un premier entretien, mais quand on a vraiment l'analyse qui est présentée, c'est quasiment tout le temps avec monsieur et madame. Donc ça, c'est quelque chose, on essaie d'adapter aussi la communication à ce genre de choses, s'adresser plutôt que de s'adresser à monsieur l'entrepreneur ou monsieur le rentier, on va s'adresser à une famille. Exactement, c'est vraiment ça. C'est la composante du couple, de la famille. Il n'y a pas de langage différent, c'est juste qu'on aura quand même une approche ou des questions qui vont peut-être être différentes de leur part. Gestion de fortune inclusive. On peut dire ça comme ça. Mélanie, la question qui fâche, on fait de la fiscalité en banque privée, c'est-à-dire que finalement, on aide les gens à payer moins d'impôts, mais on aide des gens qui n'en ont pas tant besoin que ça, puisqu'ils ont assez d'argent pour ouvrir un compte en banque privée. Donc est-ce qu'on trouve quand même le sens humain dans ça? Alors, de ce que j'ai constaté dans toute ma carrière, on a tous un seuil de douleur. Et le seuil de douleur, il n'est pas le même, mais chacun en a un. Et c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire à mes clients que je ne suis pas magicienne, je ne vais pas faire disparaître la charge fiscale, et que le seul moyen de ne pas payer d'impôts, c'est de ne pas avoir de revenus et pas d'avoir de fortune. Bon, ça c'est déjà la base. Mais il y a quand même une technicité dans cette fiscalité, en Suisse en particulier, entre les législations qui s'appliquent, les capacités qu'on peut avoir de réduire l'impact fiscal d'une transaction ou d'une décision qui va finalement impacter la vie de la personne, qui nécessite un conseil avisé. Et puis ça, je pense que c'est indépendant du revenu ou de la fortune. Si on a la capacité de se faire aider pour trouver une solution qui est la moins onéreuse possible, mais qui est clairement dans le cadre légal, juste utiliser le cadre légal de la manière la plus efficiente possible. Et malheureusement, ce domaine est très complexe, très technique, et sans l'aide d'un spécialiste, souvent les gens pourraient se retrouver à faire un mauvais choix qui leur coûterait une somme qui n'aurait pas été due si la structure avait été bien faite. Vous avez un exemple concret de mauvais choix que les gens font souvent? On peut en avoir dans divers domaines. Ça peut être dans le cadre de la vente de sa société, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas anticipé la vente de sa société au minimum 5 ans à l'avance, alors on me dirait mais c'est une question d'opportunité, on pourrait avoir une offre tout de suite, comment on fait? Mais tout dépend en fait de la structure initiale qu'on a eue. Est-ce qu'il y a une sorte de reliquat du passé, d'une ancienne structure qui avait été reprise? Comment est-ce que je peux habiller la mariée pour la vendre de la meilleure façon? On va dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment des questions qui nécessitent une approche vraiment anticipée et préparée pour éviter des mauvaises surprises. Et puis quelqu'un qui allait directement dans l'acte de vente sans réfléchir à qu'est-ce qu'il vendait pourrait se voir requalifier certains éléments en revenus, ce qui n'est pas du tout le but en fait d'une transaction. On essaye quand même de vendre avec le moins de fiscalité possible. Donc ça, c'est un premier cas de figure où il y a fréquemment des erreurs en manque d'anticipation. Après, il y a aussi des questions de la charge qu'impliquerait typiquement la vente d'une maison. On a des impôts immobiliers à calculer et on est parfois surpris du montant que ça peut représenter. Selon la durée de détention de l'immeuble, vraiment les taux peuvent être extrêmement élevés. Et quelqu'un qui n'a pas pensé à réinvestir, par exemple, ce montant dans un nouveau bien pourrait se voir fiscalisé tout de suite. Il se fait massacrer. Exactement, donc ça, c'est pas nécessaire d'être massacré. On peut trouver des solutions et des réflexions qui doivent être faites. Donc ça, c'est dans le domaine vraiment des transactions où si les choses ne sont pas bien pensées, on va avoir des écueils fiscaux assez importants. Ça, justement, cette fiscalité-là, quand on rentre dans ce genre de choses assez complexes, il y a pas mal de différences de comment on fait pour être à jour, pour tout le temps savoir ce qui se passe partout et pour pouvoir conseiller un client neuchâtelois aussi bien qu'un client valaisan ou vaudois. On a la chance d'être dans un État fédéraliste qui a quand même, en termes de fiscalité, une loi d'harmonisation. Donc, il y a quand même une réglementation de base en termes d'impôt sur le revenu et la fortune qui s'applique comme une sorte de réglementation minimale que chaque canton a intégrée. Donc, disons que dans ce domaine-là, impôt, revenu et fortune, évidemment, il y a des différences cantonales en termes de taux, mais l'objet à imposer est similaire. Après, les cantons ont une vraiment libre appréciation de mettre en œuvre l'impôt sur les successions et les donations. Et c'est là où il faut être vraiment très vigilant entre les cantons, surtout dans des situations intercantonales, quelqu'un qui habite dans un canton et qui a un immeuble dans un autre canton, par exemple,
Parce que le canton est toujours imposé au lieu de sa situation. Est-ce que finalement, moi, je suis dans un canton où j'ai tellement l'habitude d'avoir travaillé ou d'avoir eu des copains qui ont fait des transactions, on m'a toujours dit ça serait comme ça. Puis en fait, les copains, ils ne savent pas que moi, j'ai un immeuble dans un autre canton et comment ça serait fiscalisé. Donc c'est un peu ces endroits de vigilance où il faut être vraiment à jour. Donc ça veut dire suivre la jurisprudence, suivre les actualités, se former en continu. Ça, c'est vraiment la base de notre métier. Mélanie Herbzimet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous m'avez presque fait aimer la fiscalité. Alors j'en suis ravie. Merci à vous. Voilà, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.